Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Nous sommes heureuses de vous retrouver et on voudrait s'excuser parce que hier nous avons eu un gros problème technique qui était indépendant de notre volonté. Donc nous voilà de retour et ce soir c'est bien la 225e rencontre où nous accueillons Annabelle Apps. Bonsoir Annabelle. Hello. Alors on reçoit Annabelle parce que est sortie chez Pocket Frida, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Donc, on va parler de Frida, qui est sortie chez Pocket, mais on va aussi parler de votre précédent roman qui s'appelle La fille de Joyce, qui est sorti aux éditions Hervé Chopin. Pour vous interroger ce soir, on va retrouver Léa Vrignot de la librairie Martin Delbert à Agen. Bonsoir Léa. Bonsoir. Vous voyez à l'écran, pour une fois, nous avons la chance d'avoir deux éditrices. Alors, nous avons Amélie Pasquet pour les éditions Pocket. Bonsoir. Bonsoir Amélie. Et bonsoir Isabelle Chopin des éditions Hervé Chopin. Bonsoir Nathalie. Et ce soir, nous avons aussi deux librairies partenaires. Nous avons la Maison de la Presse, la Touquetoise au Touquet, et nous avons la librairie Page à Londres. Avant de vous laisser débuter cette rencontre, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui peuvent poser des questions à Annabelle par l'intermédiaire de l'onglet Converser. Il y a une traduction simultanée sur cette rencontre, uniquement sur ceux qui passent par la plateforme. Il suffit d'aller en bas. Vous avez un petit globe, vous cliquez dessus et vous vous mettez sur le canal français. Amélie, je vais te laisser la main. Oui, avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Je prends juste la parole quelques instants pour vous dire que je suis ravie de cette rencontre Pocket et Hervé Chopin ce soir. Merci Nathalie et Frédéric de nous recevoir avec Annabelle Apps. Annabelle, c'est un grand plaisir pour nous de vous compter parmi nous ce soir. Vous êtes l'une des grandes voix du roman historique en Angleterre. Vous êtes l'auteur de romans biographiques à succès, dont Frida et La fille de Joyce, qui a été sélectionné parmi les meilleurs titres de l'année par The Guardian en Angleterre et qui a figuré dans la liste de nombreux prix. Je suis vraiment enchantée de vous entendre parler de ces romans ce soir et de faire découvrir ces deux femmes extraordinaires à nos auditeurs. Frida, tout d'abord. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée parce que c'est non seulement le portrait magnifique d'une femme méconnue qui est pourtant devenue mythique, mais c'est aussi un roman qui a plein de portes d'entrée différentes. Et il aborde notamment une question qui me semble fondamentale, qui est celle de l'identité, qui est toujours multiple. Je vais juste citer une petite phrase extraite de Frida que je trouve très belle. Ce qu'elle était vraiment lui avait toujours échappé. Elle avait cru qu'il fallait du courage pour se trouver, que cette découverte serait porteuse de liberté. Et pourtant, ce qu'elle était lui avait si souvent glissé entre les doigts pour s'éclipser derrière d'autres versions d'elle-même, comme si elle avait vécu dans une galerie de miroirs. Bref, je trouve cette question universelle. On peut se la poser toute sa vie et apprendre à tisser les nombreux fils de son existence en faisant parfois quelques nœuds. Mais voilà, c'est un roman très riche et un personnage complexe qui a inspiré évidemment Lady Chatterley, mais qui peut inspirer aussi toutes les femmes, en fait, à toutes les époques, et dont on pourrait parler pendant des heures. Bref, je ne vais pas m'étendre, mais j'ai hâte de continuer cette conversation avec vous et avec Léa et Isabelle. Et Isabelle, je te laisse la parole pour parler de La fille de Joyce qui vient de sortir aux éditions Hervé Chopin. Merci Amélie, bonsoir tout le monde, merci Nathalie, merci Frédéric pour cette rencontre et merci Annabelle d'être là. Moi aussi je suis très heureuse et très fière d'être ton éditrice en France et effectivement Frida est le premier que nous avons publié en français, mais c'était La fille de Joyce qui était ton premier roman et je me souviens, alors moi ce que j'aime énormément dans ton écriture, Annabelle, et dans ton travail, c'est que tu habites tes personnages incroyablement avec une sensibilité qui est de chaque mot même. Et que ce soit sur Frida ou que ce soit sur Joyce, on est à la place de ces personnages et on le vit à chaque battement de cœur, je dirais. Et je me souviens que quand on s'était rencontrés, Annabelle, tu m'avais parlé de Joyce en me disant il était très dur ce roman et quand je l'ai terminé, je me suis mis dans Frida qui portait un peu plus d'espoir. Et moi qui venais de terminer le travail sur Frida, que je trouvais déjà très dur, je me disais waouh, qu'est-ce que ça va être sur Joyce. Et effectivement, c'était
très fort, très puissant, très dur aussi, puisque effectivement, autant dans Frida, on peut, à travers cette quête de personnalité, à la fin entrevoir une lumière. Sur Lucia, c'est plutôt une chute que l'on suit petit à petit d'une personnalité brillante, lumineuse et incroyable, qui était Lucia Joyce, la fille de James Joyce, et dont on va suivre depuis son moment qui était, je pense, le plus grand, le plus fort, où elle allait commencer à briller dans le tout Paris des années 30, on va suivre petit à petit sa descente. Et c'est vrai qu'on s'enfonce avec elle grâce à tes mots et à ta sensibilité. Et je vous invite à le découvrir. Et j'ai hâte effectivement d'entendre parler Annabelle et Léa sur ces deux titres. On va laisser Annabelle réagir et après on va laisser Léa officier dans cette rencontre. Free. The floor is yours. Je suis très heureuse d'être là. Merci beaucoup. Merci aussi pour ces mots très aimables que vous venez de dire sur mes livres. Comme vous l'avez dit, ça a été très difficile pour moi d'écrire sur Lucia Joyce parce que sa vie a été tellement triste, comme vous l'avez dit, et elle avait commencé avec tellement de promesses, elle avait tellement de talent, tellement de chance d'une certaine manière d'être belle, d'être intelligente, d'être talentueuse et d'avoir un père qui était loué. Et toutes ces choses dont on avait pu penser qu'elle l'aiderait à établir ou à asseoir une carrière sont finalement ce qui la fera tomber ou ce qui la fera s'effondrer. C'était ce voyage en fait du début de la célébrité jusqu'à un asile et un voyage très triste puisqu'elle ne quittera plus l'asile, elle y a vécu 30 ans, elle y mourra et lorsque j'ai fini d'écrire ce livre sur Lucia, quand on est écrivain, c'est difficile en fait quand on suit des personnages comme ça parce qu'ils vivent ces personnages à l'intérieur de vous. Mais lorsque vous finissez le livre, ils sont toujours là en fait, ils sont toujours dans votre cœur, ils ne s'enfuient pas. Et évidemment, quand j'ai terminé le livre, j'avais laissé Lucia dans cet asile et j'avais le sentiment d'y être aussi, d'y être prisonnière. Et la raison pour laquelle j'ai écrit Frida, c'est qu'il fallait que j'explore d'une certaine manière une femme qui avait eu une vie totalement différente, l'inverse en fait, hein, et qui n'était pas du tout prisonnière d'un asile d'aliénés, mais qui était au contraire libre. Hein. Mais d'une certaine manière, évidemment, hein, Frida n'avait pas tant de liberté que ça. Hein. En tout cas, aucune de ces femmes alors n'avait une liberté comme celle que nous avons, ni comme celle que nous pourrions leur supposer. Alors, nous, on va s'en aller. Léa, on va te laisser officier avec Annabelle et on reviendra. Bonne rencontre. Bonne rencontre, Léa. Bonne rencontre, Annabelle. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Annabelle, je suis vraiment très contente de vous rencontrer et surtout de pouvoir faire cette rencontre avec vous. J'ai vraiment dévoré vos deux romans, la fille de Joyce et Frida, j'ai vraiment adoré. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi avoir choisi d'écrire des biographies romancées plutôt que de la fiction? I think that there are many lives. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de vies de femmes qui ont été oubliées. Hein. Et je crois que en tant que femme, d'une certaine manière, ce sont nos ancêtres, hein, nous venons de leur héritage et elles nous donnent l'opportunité de penser ou d'agir différemment si on sait que ces femmes ont fait un certain nombre de choses avant. Et je crois que c'est très difficile hein, si on regarde en arrière de voir qu'il y a si peu de femmes
à partir desquels on peut apprendre. J'avais le sentiment que c'était presque un devoir moral, en fait, de trouver ces femmes qui avaient fait des choses extraordinaires, hein, et de leur donner d'une certaine manière cette voix qui leur avait été souvent refusée parce qu'elles vivaient dans des sociétés dominées par les hommes. D'une certaine manière, c'était les ramener à la vie. Et j'étais vraiment touchée par les personnages donc, de Lucia et de Frida, que je connaissais pas du tout. Et donc, vos livres se lisent vraiment comme des romans parce que c'est des destins de femmes magnifiques et tellement prenants. Et je voulais savoir pourquoi avoir choisi du coup ces deux femmes-là en particulier. Qu'est-ce qui vous a touché chez elles? It's a very good question because I think that Alors, often c'est une très bonne question parce que je crois que souvent c'est plutôt le personnage en fait qui vous choisit, hein. Lorsque j'ai appris l'existence de Lucia Joyce, je n'étais pas écrivaine en fait, hein. Je m'occupais de mes enfants à la maison. Je n'avais jamais écrit de livre, même jamais rien écrit. Et quand j'ai découvert Lucia, j'ai voulu en savoir davantage sur elle. Et il y avait très peu de choses en fait, hein, qui étaient disponibles à son sujet. Il y avait une biographie, mais une chose qu'il faut savoir en fait, c'est que toute la correspondance en fait de Lucia a été détruite à partir du moment où elle va à l'asile et après sa mort également. D'une certaine manière, c'est comme si elle avait été effacée, hein. Et pour cette raison, la biographie qui existait sur elle était quelque part un peu sèche. Il n'y avait pas grand-chose. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça aurait été d'être cette femme, hein? C'est pour ça que je me suis dit, je vais mettre à écrire. Je savais pas très bien ce que j'étais en train de faire. J'avais jamais suivi de cours d'écriture, hein. Mais j'ai commencé à écrire. Elle s'était emparée de mon imagination et après quelques années, en fait, j'avais en fait un roman sur elle. Mais j'avais passé beaucoup de temps à faire beaucoup de recherches sur elle, pourquoi elle avait fini à l'asile, qu'est-ce que c'était d'être une danseuse dans les années 20 à Paris, qu'est-ce que ça aurait été d'avoir une histoire d'amour avec Beckett ou Alexandre Calder, qu'est-ce que c'était d'être la fille d'un homme qui était jugé comme étant un pornographe, hein. Et voilà, voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvée, mais je pense toujours que c'est elle qui m'a trouvée finalement. Vous parlez de vos recherches en fait et des lettres de Lucia qui ont disparu. Comment se sont passés vos travaux de recherche? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter? well, at the time I had 4 young children and Alors, à l'époque, j'avais 4 enfants, pas très grands, hein, que je devais aller sans cesse à Paris, donc je ne pouvais pas laisser mes enfants derrière moi, donc on partait tous ensemble et voilà, on faisait des balades pour essayer de trouver en fait où Lucia avait vécu. On suivait effectivement son chemin de l'école de danse jusqu'à sa maison, là où Beckett vivait. J'ai pas vraiment d'anecdote, hein, mais à part le fait de dire que mes gamins savent tout ce qu'il y a besoin de savoir sur Joyce, et ils avaient à peu près 7-8 ans, et quand ils étaient à l'école, ils parlaient de Finnegan's Wake, hein, donc leur prof était très très impressionné, mais effectivement ils ont marché longtemps dans les rues de Paris, hein. Évidemment, comme elle avait été effacée, en fait, je dirais que la recherche principalement, c'était de suivre ses pas dans Paris, dans Londres, dans Trieste, et essayer juste d'imaginer ce que c'était à l'époque, hein. J'ai fait beaucoup de recherches sur les vêtements des années 20. J'ai appris à danser comme elle dansait. Elle dansait d'une manière très particulière, une méthode qu'on appelle la méthode Margaret Morris, une femme qui est maintenant morte, mais il y a effectivement toujours une école de danse, hein. Et donc j'ai appris en fait, hein, cette manière
manière de danser qui n'a rien à voir avec la danse classique, hein, qui est au contraire très créative, très libre dans sa forme. Et lorsque je suis allée à ma première classe, il y avait des femmes qui avaient 80-90 ans, hein, des femmes très âgées, mais qui étaient très, très bonnes. Et j'ai appris cette manière de danser libre, hein, et ça a été très utile pour comprendre Lucia. La danse était pour elle extrêmement importante en fait. Elle trouvait la danse classique extrêmement difficile. Elle avait commencé la danse classique trop tard. C'était quelque chose de très rigide, mais cette forme moderne, cette danse libre, un peu comme celle du ballet Rambert, je pense. Voilà, ça m'a aidé en fait de la pratiquer, même si j'étais pas très douée. J'adorerais recommencer d'ailleurs. Donc, vous dansez plus du tout? Yes, I wasn't very good at dancing. Ouais, j'étais pas très douée en fait, hein, mais c'était quelque chose de très agréable et ça m'a vraiment aidé à rentrer dans la peau de Lucia parce que il n'y a que lorsqu'elle dansait que j'avais le sentiment qu'elle était vraiment heureuse et qu'elle était vraiment elle-même. Et ça a été difficile pour moi d'écrire sur la danse parce que finalement la danse est un langage propre, hein, un langage en lui-même, la même chose que la musique. Donc, c'est difficile de mettre des mots là-dessus pour en parler. Et finalement, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Est-ce que vous avez fait d'autres choses pour vous rapprocher de vos personnages, autres que la danse? Est-ce que vous avez vraiment pour vous mettre dans la peau de Frida et de Lucia? Well, with Frida. Alors, en ce qui concerne Frida, c'est une femme qui se sentait bien dans sa peau. Elle adorait prendre des bains de soleil, nue, nager nue. C'est pas du tout mon cas. Mais quand je faisais des recherches sur Frida, je suis là aussi allée où elle vivait. J'ai suivi ses traces en fait de ses marches dans les Alpes avec Laurence. Et voilà, j'avais laissé ma famille à l'hôtel et je suis allée donc très discrètement dans un endroit écarté du lac et je me suis mis nue et j'ai essayé de me sentir dans la peau de Frida en prenant ce bain de soleil totalement nue et c'était vraiment terrible parce que je ne suis pas du tout comme elle en fait. Voilà, j'ai essayé, hein, très, très dur, mais j'avais le sentiment sans arrêt que quelqu'un allait arriver et donc j'ai senti que Frida était une femme très différente de moi et j'avais d'une certaine manière un peu une envie, hein, voilà, être quelqu'un qui était tellement à l'aise avec son corps qu'elle se promenait nue. C'est vraiment quelque chose dont j'aimais beaucoup l'idée, mais que je n'étais pas vraiment capable de faire. Et c'est là, je crois, que quelquefois, vous apercevoir que les personnages sont très, très différents de vous, finalement. Hein. Il y a une manière, en fait, de les comprendre et de comprendre aussi cette distance qu'il y a entre eux et vous et comment vous allez, d'une certaine manière, réduire cette distance. Voilà, donc l'exemple du bain de soleil nu, c'était l'exemple. J'ai donc été très touchée par vos deux personnages et surtout vous approchez le récit par le fait que ce sont des femmes muses. Donc Frida, celle de D.H. Lawrence et Lucia, celle de son père, James Joyce. Et je voulais savoir pourquoi avoir choisi vraiment de mettre l'accent sur le côté femme muse et surtout l'impact que ça a eu sur leur vie parce qu'elles vont vraiment se définir par ce rôle et se laisser vraiment emporter et voilà, elles vont mettre le travail d'auteur de ces deux hommes en avant plutôt que leur vie. Et je voulais savoir voilà, pourquoi avoir choisi la thématique de la femme muse. Yes. It's very interesting because Lucia. Alors, c'est très intéressant parce que Lucia a vraiment été détruite par son rôle de muse, parce que quand elle a
a commencé à penser qu'elle était la muse de son père et je crois qu'elle l'était vraiment, elle ne savait pas vraiment quoi faire avec. Elle ne comprenait pas comment elle pouvait être elle-même et être une muse à la fois. Et donc, il y avait, je dirais, une approche pour elle très différente de ce qu'elle était et de ce qu'était le rôle de la muse. Alors que pour Frida, c'était différent. Frida, elle n'avait aucune ambition personnelle et elle a accepté avec grand plaisir, en fait, ce rôle de muse. Elle voulait être une collaboratrice, une partenaire et elle ne pensait pas du tout qu'elle était un génie et elle reconnaissait, ou en tout cas elle pensait qu'elle avait reconnu le caractère génial de Lawrence et elle adorait l'idée d'être avec cet homme qui était jugé par tous comme un génie et pour elle, le rôle de muse était quelque chose de très important. Elle savait que sans elle, en fait, d'une certaine manière, D.H. Lawrence n'aurait pas été capable de faire des poèmes, des romans, et elle pensait en fait qu'il aurait été incapable de quoi que ce soit. Et d'une certaine manière, elle a raison. Je pense que les meilleurs romans de Lawrence sont ceux où elle était très impliquée. Elle a réfléchi au titre, elle a fait un véritable travail éditorial sur les livres. Donc, elle était impliquée de manière extrêmement active. Hein. Et donc, c'était une relation de muse très différente. Ils étaient sur un pied d'égalité pratiquement. Hein. Mais Lucia, elle voulait être danseuse pour elle-même, pas pour son père. Donc, il ne s'agissait plus là d'une collaboration. Elle était plutôt en train de fournir à son père un certain matériau et je pense qu'elle était trop jeune et pas suffisamment expérimentée pour comprendre comment ça pouvait fonctionner et comment elle pouvait sortir de ce rôle-là, en fait, Euh, particulièrement dans cette relation père-fille. Hein. Dans la relation père-fille, le père est beaucoup plus puissant, alors qu'en fait, une relation, en tout cas espérons-le, entre un mari et une femme, c'est davantage une relation d'égalité et évidemment, Frida c'est vraiment vu comme l'égale de Lawrence. Elle s'est d'ailleurs à plusieurs reprises vue comme supérieure et elle lui disait, je suis aussi importante que toi d'ailleurs. Hein. Donc c'est vraiment deux muses extrêmement différentes et si on fait un retour dans l'histoire, être muse pour de nombreuses femmes, c'était leur seule possibilité d'avoir un certain pouvoir ou une certaine influence. Donc, c'était un rôle important. Personne aujourd'hui ne veut être une muse. En fait, on veut créer, voilà. On veut pouvoir créer nos propres chorégraphies, nos propres peintures. Mais autrefois, être une muse, c'était une position privilégiée. Oui, et en plus de cette thématique de la femme muse, vous parlez aussi beaucoup de la liberté sexuelle des femmes et de la psychologie. Par exemple, Otto, l'un des amants de Frida, est un élève de Freud. Il y a aussi, du coup, Lucia qui va en fait suivre une thérapie à Gustav Jung. Donc voilà, la psychologie est très importante. Et je voulais savoir donc comment vous avez vraiment ancré cette nouvelle psychologie, cette nouvelle façon de voir dans les sociétés dans lesquelles elles évoluaient, avec le Paris pour Lucia, Munich pour Frida, et aussi le parallèle qu'on peut faire, enfin l'opposition qu'on peut faire avec la société traditionnelle irlandaise ou alors la société assez puritaine anglaise. Voilà, c'est vrai que c'est des thématiques qui s'opposent un petit peu et que j'ai trouvé très, très intéressantes et très bien menées. Oh, thank you. Thank you. Yes. Such a critical Merci time. beaucoup, vous avez tout à fait raison. Hein. C'est une période historiquement qui est tout à fait clé. Les femmes commencent à réaliser ce qu'est leur propre sexualité. Les gens pensent très très souvent que la liberté des femmes a à voir avec les mouvements des suffragettes, mais il y a tellement plus en fait. Frida est forte parce qu'elle reconnaît ça en fait. Les suffragettes s'intéressent à une partie en fait assez petite de la liberté, une liberté politique, alors que pour Frida, la liberté
physique, la liberté sur son propre corps était plus importante que la liberté politique. Hein. Lucia arrive un peu après et je dirais que pour Lucia, il y a un moment de révélation, c'est quand elle commence à lire L'amant de Lady Chatterley qui sort d'abord en Italie et en italien parce que, et Lucia, bien évidemment, elle parle parfaitement italien, hein, et elle a à ce moment-là une relation avec Samuel Beckett et elle essaie de comprendre, en fait, elle lit ce livre pour comprendre ce qu'elle pourrait faire, hein, en fait, comment elle doit agir avec Beckett. Hein. Elle dresse, en fait, voilà, c'est des parallèles peut-être entre les deux livres, c'est-à-dire que Lucia essaye à travers l'amant de Lady Chatterley de comprendre sa propre sexualité, mais ça ne marche pas vraiment comme ça, hein. C'est pas si simple, il ne suffit pas de lire Lady Chatterley, mais en tout cas, voilà, c'est dans tous les romans de Lawrence, et on doit ça à Frida, c'est la première fois qu'un homme essaye de comprendre en fait ce que c'est pour une femme d'être une femme, hein, et ce qu'est en fait pour une femme de se sentir sexuellement une femme. Et personne n'a jamais fait ça auparavant. Frida encourage Lawrence, bien sûr, à faire ça. Et bien sûr, elle l'encourage parce qu'elle est très à l'aise dans son corps, mais parce que Lawrence aussi n'arrête pas de lui demander, en fait, hein, qu'est-ce que c'est d'être allongée à côté de moi au lit. Et Frida sent que elle sent que tout ça, c'est important en fait pour les femmes qui lisent les romans de Lawrence, mais aussi pour les hommes qui comprennent en lisant les livres de Lawrence que c'est un peu plus que ce qu'ils avaient pu penser. Et donc, le rapport en fait Lawrence-Frida est très important pour la révolution sexuelle. Merci beaucoup. Et je voulais aussi savoir, vu qu'avec votre travail, vous avez dû voir donc, différemment peut-être D.H. Lawrence et Jane Joyce, est-ce qu'ils vous ont paru plus ou moins sympathiques après votre grand travail de recherche et aussi de les avoir vus sous l'angle de Frida et de Lucia? Yes, I think when you've had a man. Oui, alors je pense en fait que lorsque vous êtes face à un personnage qui a été révéré, idéalisé, parce que c'est un grand écrivain, une icône littéraire, c'est assez facile d'accepter les choses comme ça, tout simplement, et de penser juste que Joyce était un formidable écrivain et un homme formidable. Hein. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un grand écrivain que vous êtes un grand homme. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. Je pense que effectivement, ils étaient tous les deux sous l'influence d'une éducation religieuse très différente, très catholique pour Joyce et pour Lawrence qui vient de Nottingham. Donc, une relation particulière au puritanisme. Donc, tous les deux ont un rapport très particulier. À leur corps, il y a beaucoup de choses qu'ils essayent de comprendre dans leur corps, mais aussi dans leur esprit. Hein. Ils essayent de se saisir de tout ça. Et évidemment, ça les rend intéressants. Ça les rend intéressants comme hommes, tout autant comme écrivains. Mais je crois que lorsqu'on essaye de creuser les choses un petit peu plus profondément, autour, on voit que les difficultés, en fait, qui sont les leurs, sont aussi en fait des difficultés qui rejaillissent sur les femmes qui sont dans leur entourage. Et je crois que d'une certaine manière, les femmes sont très importantes. Pour Joyce et pour Lawrence, ils sont tous les deux, d'une certaine manière, créés par les femmes. Pour Lawrence, c'est sa mère et Frida, et pour Joyce,
toutes les femmes qui ont été dans sa vie. De son premier éditeur était une femme, la femme qui lui a donné de l'argent toute sa vie pour qu'il puisse écrire était une femme, Nora, qui le protégeait du quotidien. Donc, on les appelle des génies, mais il y a deux équipes en fait, hein, l'équipe Lawrence, l'équipe Joyce, qui sont toutes les deux pleines de femmes en fait. Hein. Et maintenant, on reconnaît tout ça, mais à l'époque, ce n'était pas si évident. Hein. Et je crois que, effectivement, j'écris là-dessus, c'est-à-dire reconnaissons enfin l'importance de ces femmes qui étaient autour. C'est pas Joyce et Jenny Lawrence, c'est des équipes en fait, et qui sont portées par des femmes et qui soutiennent ces hommes. Oui, ce sont les figures de l'ombre un petit peu qui sont primordiales et qu'on n'a pas forcément abordées. C'est les figures qui sont derrière, en fait, les hommes qui les poussent et qui les... Oui, c'est très intéressant et vous le trouvez très bien dans vos livres, enfin, vous le mettez bien en valeur, qu'on voit les femmes et l'entourage, en fait, autour de ces grands écrivains et on les voit plus, du coup, comme des hommes que comme des grands génies. Et c'est vraiment votre plume, votre sensibilité qui nous fait vraiment découvrir ça. Et donc, merci pour ça. J'ai une autre question un peu plus globale sur les deux livres, plutôt sur votre travail d'écriture. Quelle part vous apportez plutôt à la fiction et quelle part revient vraiment au côté vraiment biographie? Est-ce que vous avez des passages qui sont vraiment de la biographie pure et d'autres plus de la fiction? Est-ce que vous donnez des libertés des fois pour changer quelque chose ou... I try to. Alors, je fais le plus possible, hein, et je mets les faits en avant. Voilà. Ça a été très facile avec Lawrence et Frida parce qu'ils avaient beaucoup d'amis qui avaient écrit en fait sur eux, comment ils se disputaient, comment Frida lui avait cassé une assiette sur la tête, etc. Donc ça a été facile en fait de retrouver les faits et d'y ancrer l'histoire. C'est quelque chose de très important pour moi. C'est pour ça que je me considère en fait aussi bien romancière que biographe. Mais quelquefois, il y a des moments et des lieux où il s'est passé des choses et sur lesquels on ne sait rien. Voilà, personne n'a. Frida n'écrivait pas beaucoup, donc tout ce que j'ai appris sur elle vient d'autres sources. En ce qui concerne Lucia, puisque toutes ses lettres avaient disparu, évidemment, sa voix m'était complètement inconnue. Hein. Elle était vraiment un fantôme pour moi, le plus souvent, parce que je n'arrivais pas vraiment trouver. Donc, j'essayais de l'imaginer, d'être avec elle, de voir hein, ce qu'elle avait pu ressentir, pardon. Et j'ai lu des milliers de lettres à l'intérieur desquelles il y avait juste 2 lignes qui la concernaient. Hein. C'était 2 lignes sur ce qu'elle portait, sur ce qu'elle avait fait. Donc, c'était des fragments qu'il a fallu réunir. Joyce a écrit beaucoup de lettres, hein, et bien sûr, elle est présente dans ses livres. Et Frida, bien sûr, elle est présente en fait dans les romans de Lawrence. Et donc, ces femmes, je les ai aussi retrouvées en fait hein, dans les œuvres, dans les romans. Hein. Alors peut-être que Lucia, c'est pas mal. Lucia, peut-être que Frida est différente. Je dirais que Frida, c'est ma version de Frida. Et quand les gens vont lire le roman, ils vont peut-être avoir une lecture différente. Et c'est la même chose avec Lucia. Ce que j'ai donné dans le livre, c'est ma version de Lucia, comment je l'ai imaginée. Mais pour moi, les faits sont très, très importants. Et quand je lis, par exemple, un livre qui parle d'histoire, j'aime que le contexte soit rendu de manière juste
juste que les faits soient vrais, véridiques. Hein. C'est pour ça que je lis aussi des essais pour savoir qui étaient les vrais personnages, ce qui s'est passé ensuite. Et puis, je mets aussi des choses j'accompagne les livres de biographie pour que les gens puissent s'y référer. Tout ça, c'est très important pour moi, la véracité des faits. Dans Frida, il y a beaucoup de lettres. Est-ce que ce sont des vraies lettres? Est-ce que vous avez recopié des vraies lettres ou est-ce que elles sont fictives? Oh, some are real. Alors, certaines sont vraies et certaines sont inventées. Par exemple, il y a une lettre, la plus célèbre, que Laurence a écrit à l'ex-mari de Frida. Celle-ci est vraie. Hein, quand j'avais des lettres réelles, je les ai utilisées, mais si elles n'existaient pas, je les ai fabriquées. D'accord. J'ai une autre question plutôt sur la structure des romans parce qu'elles sont totalement différentes. Dans Frida, vous avez plusieurs points de vue. Donc, pour voir les différentes facettes de Frida, on a donc le sien, on a celui de son premier mari et on a celui de ses deux enfants, donc son fils et l'une de ses filles. Et pour Lucia, on est vraiment sur deux temporalités. Le récit qu'elle fait, elle, de sa vie et ses séances avec Carl Gustav Jung. Pourquoi avoir choisi d'écrire en fait sous ce format-là pour ces deux romans? Oh, that's a very good question. C'est une question très intéressante. Comme La fille de Joyce, c'était mon premier livre, j'avais pas beaucoup confiance en moi, je savais pas vraiment bien ce que je faisais et quelqu'un m'a dit si tu écris ton premier roman, c'est de faire quelque chose de très simple, d'écrire à la première personne, je suis Lucia et de te concentrer sur un personnage. Et je me suis dit, voilà, allez, je vais faire ça parce que c'était déjà assez difficile comme ça. Et alors que je me suis immergée, en fait, j'avais le sentiment que j'allais m'immerger davantage dans Lucia si je faisais ça. Et j'avais besoin de ça parce que j'avais tellement peu d'informations sur elle. Lorsque j'ai fait Frida, j'avais un petit peu plus confiance en moi et j'avais envie d'essayer quelque chose de différent et je voulais comprendre l'effet de sa recherche de la liberté sur ses enfants, en fait. Et je voulais aussi comprendre ce que d'être Ernest, son premier mari, un mauvais homme, c'était un homme très gentil, mais il était très anglais, très, très anglais, évidemment, un puritain. Mais j'étais aussi très, très intéressée par les enfants. Qu'est-ce que c'était d'être un enfant et qu'est-ce que vous pouviez ressentir lorsque votre mère disparaissait comme ça, hein? Et donc, c'était une manière pour moi de comprendre tous les aspects de l'histoire, hein, à 360 degrés. Et c'était aussi parce que je voulais essayer de comprendre comment les enfants avaient été affectés, en fait. Ce qui arrive à ces enfants, c'est incroyablement triste. C'est-à-dire que Frida trouve sa liberté, mais ce n'est pas le cas des enfants, en fait. Hein. Et plus tard, dans un festival littéraire, il y a une femme qui est venue me voir après une rencontre et elle m'a dit, oh là là, je suis l'arrière-petite-fille de Frida. Et elle m'a dit, j'ai adoré le livre et il faut que vous sachiez en fait que mon père et ma mère ont eu des dépressions, que voilà, l'action en fait, hein, les actes de Frida a eu en fait des effets sur 3 générations dans la vie. Hein. Donc, ces troubles transgénérationnels et
il y a eu un effet, en fait. Cette petite chose, enfin pas si petite, que Frida avait fait, ça n'a pas seulement eu un effet sur ses enfants, mais aussi sur ses petits-enfants. Et je pense que les arrière-petits-enfants, ça allait, mais en tout cas, voilà, il y a eu un impact sur d'autres générations. Et on ne réfléchit pas toujours, en fait, comment nos actes peuvent rejaillir bien après notre mort sur nos descendants, hein, mais c'est le cas. Je voulais aussi savoir, est-ce que votre travail d'écriture a été long? Est-ce que vous avez mis du temps à écrire ces livres ou est-ce que ça s'est fait assez rapidement? Voilà, je voulais savoir à peu près le temps d'écriture. Est-ce que les recherches ont été longues? Est-ce que vous avez vraiment fait des recherches longuement avant de vous mettre à l'écriture? Ou est-ce que vous avez écrit en même temps que vous faisiez vos recherches? Well, with Lucia. Alors avec Lucia, parce que je ne savais pas ce que je faisais, j'écoutais Hilary Mantel à la radio un jour et elle disait, voilà, j'écris plein de petits fragments et puis ensuite je les mêle. Donc je me suis dit, allez, je vais faire la même chose. Donc j'ai écrit des choses du milieu, de la fin, du début. Et évidemment, ça ne servait à rien parce que je ne suis pas Hilary Mantel et c'était mon premier livre. Donc j'ai écrit, réécrit, réécrit. Hein. Donc ça m'a pris 3-4 ans. Et je travaillais tout le temps, en fait. Hein. Dès que mes enfants étaient à l'école, j'écrivais. J'ai souffert d'insomnie. Voilà. Je me réveillais à 3 heures du matin, j'allais dans la cuisine et j'écrivais pendant 4 heures jusqu'à ce que les enfants se lèvent. Donc, ça a pris 3-4 ans à ce rythme-là. C'était à peu près la même chose pour Frida, peut-être un petit peu moins, peut-être juste 3 ans, mais j'étais un peu plus organisée, c'est-à-dire pour Frida, j'ai commencé au début et j'ai poursuivi l'écriture de manière chronologique. Voilà. Et normalement, en fait, je ferais plutôt des recherches, puis de l'écriture, puis des recherches et de l'écriture. Je pense que d'une certaine manière, si vous faites les recherches toutes d'un seul coup, vous oubliez comment écrire. Et puis, si vous écrivez tout d'un coup, vous oubliez. Alors, donc, moi, je fais un peu de recherche, un peu d'écriture, un peu de recherche, un peu d'écriture. Et puis après, je réécris plusieurs fois. J'ai réécrit Frida, le livre entier, peut-être une vingtaine de fois, je crois. Hein. Et voilà, je changeais des choses et je changeais des choses. Et Lucia, je pense que c'est pareil, à peu près une vingtaine de fois. Hein. Donc, ça a été un assez long processus. Léa, je ne sais pas si tu as terminé tes questions. Oui, je peux poser une petite dernière? Oui, oui, bien sûr. Oui. J'ai vu qu'il y allait avoir un nouveau livre qui va bientôt sortir en France, en tout cas le 15 septembre. Méfiez-vous des femmes qui marchent. Donc, je voulais savoir si on pouvait avoir quelques mots dessus. Est-ce que ce sera aussi une biographie romancée? Oh, trailer, yes. Yes, I can. It is about, actually, quite a lot of it is set in France. Alors, ce livre, dont une grande partie se passe en France, ça parle de femmes qui ont marché, en fait, longtemps dans des endroits reculés. Il y a un chapitre pardon, sur Simone de Beauvoir, un sur Daphne du Maurier, un sur Georgia O'Keeffe. Et ça parle en fait de la marche dans la nature, comment ça aide les femmes à trouver une voie, comment ça les renforce émotionnellement. Et voilà, il y a ma propre quelque chose de personnel aussi, mon expérience personnelle de la marche. Bon, bah, j'ai très hâte de pouvoir le lire. Alors, j'ai hâte de pouvoir vous relire une nouvelle fois parce que j'ai vraiment adoré votre plume, votre sensibilité et votre manière de nous faire vraiment rentrer dans les destins de vos personnages. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire votre prochain roman.
En tout cas, merci beaucoup pour vos romans et puis pour cette belle rencontre. Oh, thank you so much for having me. Merci beaucoup, Léa. Alors, il y a 2 messages, on va commencer par 2 messages avant de passer aux questions. Le premier message vient de Christina qui dit « Merci pour cette belle occasion de rencontrer une autrice extraordinaire. » Oh, thank you. Merci. Et le deuxième commentaire, c'est Florence qui le fait, qui ne vous connaissait pas, mais tout ce que vous venez de dire attise sa curiosité, elle a très envie de vous lire. Thank you. Alors, on va peut-être Merci. demander à Isabelle Aussi. de revenir parce qu'il y aura une question pour elle juste après. We'll ask Isabelle. Alors, il y a d'abord une question de Caroline. Annabelle, pensez-vous qu'il y a encore des femmes muses aujourd'hui ou est-ce que c'était qu'une époque? I hope it's from another time, but I think... Alors, j'espère que c'est quelque chose qui appartient au passé, mais je crois que la muse a changé. Plus personne ne veut être une muse aujourd'hui. Mais l'idée d'une collaboration créative est quelque chose qui est encore très fort, plus fort aujourd'hui. Donc, je pense que la muse, au sens un peu ancien, a disparu, en tout cas, je l'espère. Mais je crois qu'il y a de nouvelles muses, en fait. Et la nouvelle muse n'a plus besoin d'être une femme, elle n'a plus besoin d'être jeune ou belle. Ça peut être un peu n'importe qui, en fait, hein, qui est une source d'inspiration, une source d'idées. Ça peut être un ami ou une amie. Donc, je crois qu'en fait, la muse a disparu, mais je crois qu'aujourd'hui, on est bien plus ouvert à un travail collaboratif. Et quelles sont les vôtres muses? Sorry? Oh, who are my muses? I think my muses are my... Alors, je pense que mes muses, c'est mes personnages, en fait. Frida et Lucia. Et je dirais que, voilà, dans Méfiez-vous des femmes qui marchent, en fait, ces muses, ces femmes sur lesquelles j'ai écrit, que j'ai trouvées très inspirantes, qui m'ont donné beaucoup de courage. Et je crois qu'on peut trouver nos muses dans l'histoire aussi. Alors Isabelle, j'ai une question pour vous. Comment avez-vous découvert Annabelle? Oh, ben, j'ai découvert Annabelle au fameux salon de Francfort. Vous savez, c'est la plus grand lieu de rencontre de tous les éditeurs du monde entier. Et donc, c'est à Francfort que j'ai rencontré l'agent d'Annabelle, Sharon, qui m'a parlé justement de Frida, qui était l'actualité à l'époque d'Annabelle, et qui m'a tout de suite interpellée parce qu'effectivement, ce travail sur les conditions de la femme à cette époque-là, c'était un sujet qui était pour moi très fort, très intéressant. Et à la lecture de Frida, on a tout de suite été effectivement conquis. Donc, on est parti pour Frida, pour Joyce ensuite. Et alors, on parlait de Méfiez-vous des femmes qui marchent, qui est un essai, mais le prochain roman d'Annabelle, nous le publierons en 2022. Et lui, c'est encore une autre histoire de femmes du 19e. Et c'est en version anglaise, Miss Elisa's English Kitchen. Hein, Annabelle, tu peux aussi peut-être l'évoquer parce que tu as beaucoup de projets, mais ça sera le prochain roman du coup. On va laisser Annabelle rebondir si elle le souhaite. Annabelle? Yeah, no, so the next one. Alors, le prochain livre a été publié aux éditions Hervé Chopin. C'était à propos de la première auteure de livres de cuisine dans l'Angleterre victorienne. Elle était poète et quand elle va publier ou essayer de faire publier son deuxième volume de poésie, l'éditeur lui dit « Mais j'ai besoin d'un livre de cuisine ». Elle n'avait jamais écrit de livre de cuisine, elle n'était même jamais rentrée dans une cuisine. Et
évidemment, son père ayant fait faillite, elle a donc dit oui à son éditeur en disant OK, je vais écrire ce livre de cuisine. Elle a passé 10 ans à apprendre à cuisiner. Elle avait passé du temps en France, en Italie. Elle avait eu en fait un enfant illégitime après une liaison amoureuse en France. Donc c'était une très très bonne histoire hein, pour moi. La majeure partie de l'histoire parle de comment elle apprend la cuisine, hein, et ensuite comment elle va essayer de retrouver sa fille illégitime qui a 11-12 ans et comment elle va réfléchir si elle devient vraiment une mère à plein temps ou si elle devient une écrivaine culinaire. C'est quelque chose de très, très exaltant parce que les droits viennent d'être acquis par Hollywood et il devrait aussi y avoir une série télévisée sur CBS. Parfait. Alors, Annabelle, vous savez que tous les auteurs français rêvent d'être publiés en Angleterre ou quoi, en langue anglaise. Vous, quel effet ça vous a fait quand on vous a dit que vous alliez être publié par les éditions Hervé Chopin en France? I was very, very pleased. J'étais très, très contente en fait. Hein. Je demandais toujours à mon agent, alors pourquoi est-ce que personne n'a voulu La fille de Joyce parce que c'est un livre qui se passe en France. Et elle me disait toujours, mais les éditeurs français sont très, très étranges, très exigeants. Je me disais, waouh, je ne vais jamais être publiée en France, alors peut-être. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle et elle a été formidable avec moi. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de français en fait dans mes livres, peut-être aussi parce qu'il y a des Français dans les livres, parce qu'il y a des parties de mes livres qui se passent en France. Donc du coup, c'est un vrai plaisir d'être publié en France. Hein. Isabelle, êtes-vous un éditeur étrange? Oui, alors ça, c'est une super définition. Je vais la garder. Oui, en fait, on est une maison d'édition qui est encore indépendante. On est encore à taille humaine. C'est une maison d'édition qui est familiale, mais qui arrive encore à bien publier et à vivre. Et c'est vrai qu'on a cette chance de liberté dans nos choix. Et que c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on arrive à se créer et à faire notre petit sillon, parce qu'on va aller dans des chemins qui sont un peu différents, je dirais, de tous les grands éditeurs. Nous, ça fait aujourd'hui 20 ans qu'on existe, mais on publie de la littérature que depuis 2011, donc ça fait 10 ans. C'est petit à l'échelle de l'édition française et on aime sortir des sentiers battus. Et effectivement, Annabelle a raison. Je pense que Joyce, d'ailleurs, on n'a pas publié Joyce en premier. Nous, en France, on s'est dit que Frida, l'histoire de D.H. Lawrence, qui a eu tellement de l'amant de Lady Chatterley en France, a été très important dans l'histoire même du livre. On savait qu'il allait y avoir un retentissement fort et peut-être plus facile effectivement à travailler que celui de Lucia qui se passe à Paris. Il y a toujours cette réticence des auteurs étrangers qui écrivent sur nos territoires. C'est étonnant, mais dans le sens inverse, nous on a un auteur de polar extraordinaire qui écrit beaucoup sur Londres ou sur les États-Unis et pour l'instant il n'est pas vendu dans ces pays-là parce que les éditeurs de l'autre côté n'aiment pas ça non plus. Donc, c'est très particulier, mais quand on se lance, et ben justement, comme dit Annabelle, il y a ce côté français en elle qui ressort et qui nous touche, parce que le Paris, les Roaring Twenties dont on parle, et ce Paris qu'on vit à travers Lucia, on le vit vraiment très, très bien. Annabelle, est-ce que vous avez des auteurs qui vous ont inspiré? Do I have authors that inspire me? Oh, just general. Oui, beaucoup d'auteurs, bien sûr. Hilary Mantel, c'est mon héroïne pour la fiction historique. Je crois que c'est un très, très bon auteur. Jessie Burton.
Janet Winterson est une formidable écrivaine. Je lis principalement des livres écrits par des femmes, parce que j'ai le sentiment qu'ils me parlent vraiment. Et voilà, c'est vraiment Hilary Mantel. Mais ma nouvelle préférée, c'est Simone de Beauvoir, qui sort en fait dans 2 semaines en France. Il va falloir que j'attende en fait jusqu'en septembre pour la version anglaise. Les Inséparables, je crois. Voilà l'histoire de ce livre qui avait été peint. Quelqu'un lui avait dit qu'il ne voulait pas, Sartre ne voulait pas qu'il soit publié, et donc elle l'avait mis dans un tiroir, mais finalement ce livre va être révélé. Est-ce que je peux vous demander un conseil lecture, un livre que vous avez envie que nous lisions? Question piège. I have here. J'ai un livre donc avec moi là. Do you know this book? Est-ce que vous connaissez ce livre? Non. Alors, de Lauren Alkin, américaine vivant à Paris. Et c'est un livre sur les femmes qui ont arpenté les rues des grandes villes, Paris, Tokyo, Venise, Londres. C'est un mélange en fait de biographie et de mémoire. C'est un écrivain que j'aime beaucoup. Vous parlez parfaitement français, Annabelle. La prochaine fois, on fera une rencontre en français. Oui, j'espère. Alors, je voudrais juste rappeler que... Alors, moi, est-ce que Léa, tu peux attraper la fille de Joyce que tu as derrière, parce que moi, je n'ai que Frida. Ils sont sortis le 6 mai, tous les deux, en librairie. Ils sont sur les tables de librairie de la librairie Martin Delbert à Agen. Allez voir Léa, elle vous conseillera. Ils sont aussi sur les tables de la Maison de la Presse, la Touquetoise au Touquet. Ils sont aussi à Londres, à la librairie française La Page, sur toutes les librairies. On nous a posé la question, si vous voulez l'acheter maintenant, vous pouvez aussi aller sur le site Un endroit où aller, vous serez redirigé vers une librairie indépendante. Lisez Frida, lisez La fille de Joyce. Annabelle, un grand merci d'avoir été là ce soir avec nous. Isabelle, merci aussi. Léa, bravo pour cette belle médiation. Un grand merci à l'extraordinaire Pascal Fougère qui était là, comme d'habitude, pour l'interprétation simultanée. Annabelle, je vous laisse le mot de la fin. Demain, on fait une petite pause, mais on se retrouve lundi à 19h avec Valérie Perrin pour parler de la sortie de son audio-livre chez Audiolib, justement 3, et il y aura Tess Lauvergne qui a lu le texte. Annabelle, je vous laisse le mot de la fin. Thank you so much. Thank you. Merci à vous pour un salon. On dit salon? Si vous voulez. Juste rappeler que la rencontre qui devait avoir lieu hier soir sera reportée à mardi 1er juin à 19h. Je vous souhaite à toutes une belle soirée. À très vite et surtout, lisez Frida et La fille de Joyce, paru chez Pocket et aux éditions Hervé Chopin. Bonne soirée, mesdames.